Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 12e épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, je reçois Alexandre Alain, joueur du Rocket de Laval dans la Ligue américaine de hockey et membre de l'organisation du Canadien de Montréal. Et oui, j'ai mon chandail de l'Armada toujours bien sur moi. Et puis, en fait, c'est parce que c'est la semaine spéciale Armada. Et le dernier invité de cette semaine, on a eu lundi Émile Sanson, on a eu également Alex Barré-Boulet mercredi, et puis on a Alexandre Alain comme dernier invité de cette semaine spéciale. Ceux qui se demandent pourquoi j'ai décidé de faire une semaine spéciale Armada, c'est que d'un, j'avais beaucoup de contacts dans l'Armada étant donné que j'étais leur photographe dans les 2 dernières saisons. Et puis, un peu cette saison également. Et en fait, c'est ça, j'ai décidé de faire une semaine spéciale pour rendre hommage un peu à certains parcours que j'ai trouvés qui méritaient un peu d'être mis à l'honneur, en fait, dans mon podcast. Parce que oui, il y a des joueurs de hockey qui ont un mode de vie un peu différent des joueurs de hockey normal. Émile Sanson, ça en était un, justement, avec un parcours vraiment inspirant d'un petit gardien de but qui a réussi à atteindre un niveau exceptionnel de la Ligue junior majeur du Québec. Et puis, Alex Barré-Boulet, ben lui, c'était vraiment la performance incarnée avec des statistiques, des performances offensives incroyables et qui prouve encore aujourd'hui que malgré sa petite stature, il va réussir à atteindre la Ligue nationale avec le Lightning. Et puis, Alexandre Alain, ben, c'était important pour moi de le recevoir parce que c'est un joueur et également un étudiant en même temps. Donc, c'est un athlète étudiant. C'est un gars qui met vraiment l'emphase sur les études et pour lui, c'est vraiment important de pouvoir performer dans les deux sphères. Et puis, il l'a prouvé durant son parcours junior parce il a remporté joueur par excellence étudiant dans la Ligue canadienne de hockey en 2018. Ça a été un parcours académique exceptionnel avec une cotère de 34,471 au niveau du cégep collégial, en fait. Il a été au cégep de Saint-Jérôme aussi. Donc, c'est vraiment là, un parcours académique exceptionnel pour un jeune d'étudier dans les autobus, vraiment, ils n'ont pas le choix. Ils se promènent en autobus toujours avec le hockey dans la Ligue junior majeure. Et puis, vraiment, on voulait aborder c'était quoi vraiment la transition aussi au niveau du hockey professionnel, de passer du junior au professionnel. C'est quand même une chose qui est difficile. L'adaptation aussi, c'est comment que ça s'est passé dans son cas. On a également abordé différents sujets, dont une maladie qui l'a affecté à un jeune âge, à 15 ans, vraiment, qui aurait pu tout changer dans son parcours. Je n'étais même pas au courant. J'ai appris ça tout juste avant le podcast en faisant mes recherches. Et puis, on a également parlé, bien sûr, du Rocket de Laval, pour ceux que ça l'intéresse au niveau hockey. Oui, c'est un podcast qui a plus une connotation au niveau du hockey, mais aussi inspiration. Je vous dis tout de suite, tous ceux qui ont envie vous savez, la thématique, je la rappelle à tous les épisodes, c'est l'inspiration et je reçois des parcours inspirants. Et Alexandre est vraiment un de ces parcours inspirants-là. Écoute, c'est génial tout ce qu'il a accompli. Il a seulement 23 ans, c'est important de le rappeler. Oui, on a parlé du Rocket de Laval, bien sûr, de la chimie dans le vestiaire, des coéquipiers qui est un peu plus proches que d'autres. Et oui, on a parlé même de Karl Alzner, pour ceux qui le connaissent, le joueur du Canadien de Montréal, qui est défenseur, en fait, gros gabarit, mais également gros contrat qui est relié avec tout ça, qui a beaucoup de critiques de son côté, mais on a parlé de son implication positive au sein du Rocket et de sa belle relation avec Alexandre Alain, un peu une sorte de père, un deuxième père pour lui. Il y a une grosse différence d'âge, il faut le dire. Donc, ça a été une super belle discussion. Sincèrement, je vous le souhaite d'écouter ce podcast au complet, du début à la fin. On parle même de sa relation avec sa copine, si on a des filles qui écoutent ou même des gars que ça l'intéresse. Je n'ai pas voulu trop rentrer dans les détails, mais c'est parce que c'est une belle relation inspirante qui a débuté à distance et qu'encore aujourd'hui, sa copine étudie en pharmacie à l'Université Laval. Donc, c'est pas évident. Elle reste à Québec, Alex dans la région de Montréal. Et puis, il a toujours réussi à garder une belle proximité, d'aller la voir le plus souvent possible. Donc oui, c'est inspirant d'une relation de 6 ans et demi déjà pour lui avec sa conjointe. Donc vraiment, c'est inspirant de voir qu'il y a des jeunes qui peuvent être en couple pendant plusieurs années, surtout à travers le confinement qu'on vit. On voit beaucoup de séparations, mais c'est très agréable de voir des couples que ça va bien, en fait. C'est positif, tout ça. Donc oui, on a parlé vraiment de toutes sortes, comme vous voyez, de sujets différents. Et pour les fans de l'Armada, vous n'êtes pas laissés pour compte. On parle vraiment beaucoup de l'Armada aussi. On a parlé de son passage avec l'équipe
de l'échange qu'il y a eu des Olympiques de Gatineau à l'Armada. On a parlé de sa relation avec les partisans aussi, qui l'ont toujours beaucoup aimé, beaucoup aidé. Vraiment des partisans qui attendent après chaque match d'avoir des photos, des autographes, de l'importance pour lui d'accorder vraiment de l'attention à ces petits détails-là. Aussi, on a parlé de son implication dans la société, dans la communauté québécoise. Alex est impliqué pour 2 organisations, en fait, il est porte-parole du cégep, excusez-moi, de Saint-Jérôme, et également, il est ambassadeur de Ago Only. Alors, c'est un petit survol rapide du podcast et je vous souhaite une excellente écoute sur les zones du Made in Québec podcast pour le 12e épisode en compagnie de Alexandre Alain du Rocket de Laval. Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 12e épisode du Made in Québec podcast. Mon nom est Antoine Meunier et aujourd'hui, en fait, c'est le dernier épisode de la semaine spéciale Armada. On a reçu Émile Sanson, le gardien de but, encore à l'heure actuelle de l'Armada de Blainville-Boisbriand, que son parcours prenait fin d'ailleurs cette saison au niveau junior. Et puis, on a reçu Alex Barré-Boulet, qui est vraiment un joueur vedette chouchou du public depuis les dernières années avec l'Armada et qui est aujourd'hui professionnel dans la Ligue américaine de hockey. Et puis, c'était important pour moi de conclure la semaine avec 3 invités parce qu'un spécial, c'est pas spécial avec juste 2 invités, ça en prend 3 pour moi. Et puis, Alexandre Alain, aujourd'hui, est notre invité. C'est vraiment, ça finit bien la semaine, c'est le cas de dire. Ceux qui ne connaissent pas Alexandre Alain, aujourd'hui, il est joueur de hockey professionnel dans la Ligue américaine de hockey pour le Rocket de Laval, qui est le club école du Canadien de Montréal, comme vous le savez. Et puis, en fait, Alexandre Alain est un ancien capitaine de l'Armada de Blainville-Boisbriand. C'est de là, en fait, que je l'ai connu avec l'Armada en tant que photographe, bien sûr. Et puis, je pensais que c'était très important, en fait, de le recevoir au podcast parce qu'il sort vraiment du cadre traditionnel. Oups, excusez-moi. Il sort du cadre traditionnel du joueur de hockey. C'est-à-dire qu'il est au niveau académique très impliqué. Pour lui, c'est extrêmement important les études. Et puis, il y a eu une cotère, qu'on va en parler, assez spectaculaire au cégep. Et puis, il poursuit encore au niveau académique universitaire pendant qu'il joue au hockey professionnel. C'est assez incroyable et c'est pas tous les joueurs qui se permettent d'étudier dans l'autobus, que ce soit au niveau junior et au niveau universitaire dans la Ligue américaine. Alors, c'est pour ça que je voulais le recevoir. Je pense que ça peut être très inspirant. Comme vous le savez, le but du podcast, c'est de vous inspirer avec des parcours 100% Made in Québec et puis qui sont très inspirants d'ailleurs, comme celui de Alexandre Alain. Alors, faire un petit survol rapide pour les fans de hockey qui se demandent quel genre de joueur qu'Alex est. Écoute, c'est un travaillant, première des choses, qui n'a pas peur de salir le nez, mais également qui a des bonnes mains. Au niveau junior, ça a été un joueur plus offensif, qui a eu des très bonnes statistiques. On pense surtout à son éclosion avec l'Armada parce qu'il a été repêché en première ronde par les Olympiques de Gatineau dans la LGMQ. Et puis, c'est aujourd'hui, jeune homme de 23 ans, 6 pieds 1 pouce, 189 livres, ceux que ça l'intéresse, quand même un bon gabarit. Et puis, par la suite, il a été transigé à l'Armada en 2016-2017. Quand même une très bonne première saison avec l'Armada, 52 points en 54 matchs. Et puis, par la suite, l'éclosion carrément, sa dernière saison junior, qui a eu un très beau parcours aussi jusqu'en finale de la Coupe du Président avec l'Armada de 87 points en 65 matchs. Il était sur la fameuse ligne avec Alex Barré-Boulet, justement, et un court temps, Joel Teasdale et Drake Batterson, pour ceux qui se rappellent. Et puis, par la suite, comme je disais, un très beau parcours en séries éliminatoires. 2 années d'affilée, l'Armada a été en finale de la Ligue en question. Et puis, au niveau des prix, il a remporté quand même joueur étudiant de l'année au niveau de la Ligue canadienne de hockey en 2018. C'est quand même un prix assez impressionnant. Parmi tous les joueurs juniors au pays, ça a été le joueur par excellence étudiant. Vraiment, un chapeau à Alexandre pour cet accomplissement. Et puis, également, il a reçu le même honneur au niveau de la LGMQ en 2017-2018.
Aussi, c'est ça, comme je disais, il poursuit ses études. Il y a une relation qui dure depuis très longtemps également avec sa copine. On va en parler en détail pour les filles qui écoutent le podcast, peut-être un peu moins les gars, mais ça peut quand même intéresser certains. Et il est également ambassadeur de Ago On Lit, qui est une belle organisation qui fait lire les jeunes et qui inspire les jeunes à connaître un peu mieux la littérature. Et pour terminer ce beau parcours résumé, c'est également le porte-parole du Cégep de Saint-Jérôme qui est dans ma ville présentement. Donc, c'est vraiment un parcours exceptionnel. Et puis, j'ai l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Alexandre Alain, merci d'être avec nous au podcast. Salut, ouais, merci, ça fait plaisir. Honnêtement, je suis extrêmement content de pouvoir être là. Écoute, c'est vraiment apprécié. Surtout, on est vendredi, il fait beau, même si c'était supposé de pleuvoir. Fait qu'il y a sûrement d'autres choses que tu as à faire. Pas de trouble. Premièrement, comment ça va de ton côté? Parce qu'on sait que tout ce qui se passe en ce moment n'est pas nécessairement facile, surtout que toi, ta saison était bien partie. Tu progressais de très belle façon avec le Rocket de Laval. Vous aviez aussi un parcours qui, au niveau de l'équipe, je parle, qui s'enlignait vers le positif. Vous étiez à un poil d'une place en séries éliminatoires. Comment tu l'as vécu, cet arrêt-là, subitement? Non, c'est ça, ben, ça n'a pas été facile. Je pense que chaque personne, que ce soit dans le sport, que ce soit dans n'importe quoi, n'importe quel emploi, on a été affecté d'une manière ou de l'autre. C'est sûr que comme tu l'as dit, le timing n'était comme pas excellent. On avait vraiment un bon momentum. Là, on faisait comme une quinzaine de games là, qu'on jouait vraiment bien. On était vraiment proche d'une place en série. De mon côté aussi, ça allait bien aussi. Je progressais de bonne façon. Puis c'est sûr que ça a coupé sec, on pourrait dire. Mais je pense que le problème c'est tellement une pandémie mondiale que c'est sûr que sur le coup, tu es déçu, tu es un peu frustré, un peu en guillemets, mais quand tu prends du recul un peu, là, tu remarques que c'est tellement un problème plus gros que nature, puis les conséquences sont tellement grandes que je pense que on n'avait pas le choix d'arrêter. C'est sûr que c'est plate, ça l'a coupé sec, comme j'ai dit, mais je pense que c'est la vie, puis la vie continue, puis il faut juste contrôler un peu les choses qu'on peut contrôler, là, mais pour ça, je pense que personne contrôle un peu ça. Là. Ben non. Puis t'avais-tu peut-être espoir que t'aurais-tu aimé en fait la Ligue américaine puisse être plus patiente, peut-être, un peu comme la Ligue nationale font présentement, c'est-à-dire d'attendre, d'espérer reprendre les séries peut-être en plein été. Sincèrement, j'ai été surpris. Tu sais, le junior, on s'attend aussi à ça. C'est pas évident. Les joueurs juniors, ils s'en vont dans le professionnel, d'autres ils quittent dans leur ville respective ou le pays. C'est pas évident. Mais la Ligue américaine, me semble, c'est une ligue d'adultes professionnels. C'était un peu surprenant de voir les arrêts subitement comme ça, puis de dire on cancelle la saison, il n'y en a plus, pas de séries éliminatoires. Est-ce que ça t'a surpris de ton côté? Oui, puis non, c'est sûr, comme tu l'as dit, la Ligue, c'est quand même une ligue qui est financièrement, ça va bien. Souvent, on est supporté par les équipes dans la Ligue nationale. Il y a beaucoup d'argent aussi dans cette ligue-là, mais le point aussi, c'est que nous, les contrats de télévision sont moins nombreux dans les américaines. Puis je pense que je connais pas tout ce qui se passe en ce moment là, avec la Ligue. Tu veux pas, c'est une grosse business aussi, là, la Ligue nationale, la Ligue américaine. Puis il y a beaucoup d'argent aussi qui se fait avec les contrats de télévision. Puis c'est nous, je pense, à la Ligue américaine, en jouant devant personne, je pense que peut-être que ça devenait moins rentable aussi. Donc, je pense qu'on s'en entendait un petit peu. En fait, sur le coup, quand la Ligue a été suspendue, c'est sûr qu'on avait espoir que ça puisse recommencer. Mais en voyant vraiment comment que la pandémie évoluait, on se parlait aussi, c'est les joueurs, les coachs, on se parlait, puis on savait que l'espoir de revenir au jeu là, était de plus en plus mince. Ouais. Mais non, c'est sûr que c'est plate, mais je pense que c'est sûr que les gouverneurs ou les dirigeants de la Ligue, sûrement, qui ont regardé un peu les différentes possibilités. Puis pour eux, c'est la meilleure façon de faire. Là. Oui, parce qu'on le sait aussi, c'est comme tu le dis, la Ligue américaine, c'est pas une ligue, c'est pas la Ligue nationale, fait qu'il n'y a pas de partisans dans les estrades. Ça peut donner un dur coup au niveau du portefeuille des propriétaires aussi, puis Ouais. ils peuvent peut-être pas se le permettre non plus. Là. Puis il faut dire aussi que vous voyagez. Les gens, on en parlait un peu dans le podcast avec Alex Barré-Boulet, c'est que c'est pas nécessairement la grande classe, la Ligue américaine, comme le monde peut se penser. Vous êtes joueur professionnel à un pas de la Ligue nationale de hockey. C'est pas vrai que vous voyagez en jet privé à chaque, à chaque voyage. C'est en autobus la plupart du temps, puis exceptionnellement dans certaines équipes comme Ouais. le Crunch, eux autres voyagent une fois de temps en temps en avion nolisé, mais même pas, je pense que c'est en avion normal, là, public. Ouais. Donc, vous, de votre côté, c'est la même chose avec le Rocket. C'est pas la grande classe non plus, vous voyagez en autobus.
Non, exactement. Puis ça, puis en fait, en parlant aussi avec Alex, moi je parle beaucoup encore, là, c'est un de mes bons amis. Ouais. Tu sais, le crunch sont quand même centrales, dans le sens que nous, notre division, on se promène beaucoup aux États-Unis, tu sais, dans l'État de New York. Puis il y a beaucoup d'équipes dans ce coin-là. Fait que les autres sont quand même chanceux, sont quand même centrales. Tandis que nous, à Laval, on est vraiment, t'es plus au nord, beaucoup plus à l'est aussi. Fait que ça fait ça fait pas on part toujours pour un week-end minimum, là. Fait qu'on fait quand même beaucoup de voyagements. Mais tu sais, oui, c'est sûr, comme tu l'as dit, on n'est pas traités comme des rois, mais on est quand même super bien traités. Tu sais, en plus, en tout cas, je sais pas par rapport au crunch, mais nous à Laval, notre aréna, là, à la Place Belle, là, on est vraiment choyés d'avoir ça. Ouais, belle. On déjeune à l'aréna, on dîne à l'aréna. On est quand même vraiment bien traités. C'est sûr que le voyagement en autobus, des fois, c'est étonnant. Mais je pense que ça fait partie du processus un peu joueur d'hockey. Puis on prend quand même l'avion quand même souvent, dans le sens que il y a quand même beaucoup d'équipes qu'on n'a comme pas le choix de prendre l'avion. Mhm. Cleveland, Winnipeg, Rockford, il y a quand même beaucoup d'équipes. Winnipeg en autobus, là. Ouais, exactement, c'est une bonne ride. Mais non, c'est sûr que l'autobus, c'est sûr que des fois, on s'en passerait, là, mais ça fait partie de la game. Une question qui me vient en tête de même, là, on va laisser de côté un peu la pandémie parce qu'on connaît ce Ouais, qui se passe en ce moment, puis c'est plus ou moins. On essaie de se changer les idées, en fait, là, ouais. puis c'est important aussi d'en parler naturellement, là, mais j'ai une question par rapport à toi au niveau des équipes, je pourrais dire des villes que tu as visitées dans la Ligue américaine. Tu sais, on le sait qu'il y a des arénas plus intéressants comme la Place Belle. Je pense que vous avez le meilleur ou un des meilleurs de la Ligue nécessairement, là. Mais on pense à Hartford, qui ont, je pense, le vieil aréna des Whalers de Ouais, Hartford exact. dans le temps. Là. Au niveau des installations, ça doit tellement différer. La Ligue nationale, c'est pas mal toutes uniformes, sont pas mal toutes similaires au niveau des critères, mais là, vous en avez des plus vieux, des plus récents. Parle-nous un peu de ton expérience par rapport à ça. Ouais, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment spécial parce que dans ma tête, je pensais que dans la Ligue américaine, c'était toutes des belles arénas, des grosses foules, tout ça, puis c'est vraiment pas le cas partout. Puis comme tu l'as dit, à Laval, on est super choyé, il y a beaucoup de monde en plus, une belle aréna. Mhm. Il y a des petites places aux États-Unis, là, que c'est des petites arénas, il y a beaucoup moins de monde. À Hartford, mettons, je pense à ça. C'est une belle aréna, c'est une grosse aréna, mais Mhm. en tout cas, il y a certaines games qui avaient plus de monde, mais souvent, là, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. C'est une aréna qui, je sais pas c'est quoi la capacité, mais tu peux quasiment accueillir 15 000 personnes. Quand il y a 2000 personnes dans l'aréna, là, ça fait vite pas mal, là. Fait que, faut que tu trouves la motivation par toi-même dans ces moments-là. Puis, fait que oui, ça diffère vraiment. C'est vraiment différent de chaque ville. Puis aux États-Unis, il y a certaines villes, des petites villes surtout, que c'est plus small aussi comme ville. Il y a moins de choses à faire. Fait que tu arrives là, tu arrives à l'hôtel, et tu vas souper, tu te couches. Puis je pense que c'est correct aussi parce que ça permet de garder les gars vraiment sérieux. Là, mais Ouais, à c'est Winnipeg. pas. Ouais, exactement. Puis c'est pas les villes, c'est qu'on pense. C'est sûr que en Ligue nationale, c'est des grosses villes, c'est des grosses populations, tandis qu'en Ligue américaine, souvent c'est des plus petites villes Mhm. avec moins de choses à faire. Là. Ouais, c'est comme je pense que Syracuse, c'est en banlieue de New York aussi, fait que c'est pas New Ouais, York nécessairement. C'est sûr, ça se fait bien en voiture pour ouais, les joueurs qui veulent peut-être faire la fête un peu plus, là, mais les autres qui veulent rester tranquilles, ben, il n'y a pas tant d'affaires à faire que ça non plus dans chacune des villes. Là, fait que vous, c'est un peu différent. Là, Laval, il y a quand même Montréal qui se fait très bien aussi, là, mais ouais, j'imagine que il y a des villes plus agréables que d'autres à côtoyer, c'est vrai. exact. Exactement. Puis, comment tu as vécu, toi, la transition? On va parler de ton parcours junior un peu par la suite. Mais en fait, j'aimerais savoir comment toi, tu l'as vécu, ta transition du junior aller au professionnel dans la Ligue américaine. Comment ça va de ton côté? Ça s'est bien passé. C'est sûr que veux pas, c'est un peu cliché, mais tout le monde me dit, quand tu passes du junior au pro, t'as un step à prendre, tu vas voir que même si tu es préparé mentalement, physiquement, tu as tout le temps un step que tu dois t'ajuster. Puis ça, c'est sûr que le step a eu lieu, en sens que au début, il a fallu que je me réajuste, même si je me sentais prêt, puis j'étais vraiment entraîné fort l'année de transition entre mon junior et pro. Fait que oui, il y a eu une adaptation à faire. Les gars sont plus vieux. Il y a aussi l'aspect hors glace qui change beaucoup. L'atmosphère aussi, dans la chambre. En junior, on est comme tous des amis. Tout le monde a plus ou moins le même âge. Tout le monde va à l'école. Fait que c'est quand même différent. Quand tu arrives dans le pro, il y a des gars qui ont des familles, des enfants. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, d'autres moins. Fait que, ça varie vraiment. Fait que c'est quand même spécial. Mais qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé, c'est vraiment aussi le fait que j'ai fait le saut professionnel avec Joël, en fait. Là. Ah, ben oui. Joël, Oui. on s'est comme suivi un peu, puis veux pas, il a fallu que je reprouve un peu mes capacités, puis ce que je peux vraiment faire. Mais
tu veux pas, il savait quand même, il savait j'étais qui, il me connaissait comme personne, comme joueur de hockey, donc il m'a fait confiance dès le début, puis c'est sûr que ça l'a aidé beaucoup pour la suite des choses. Puis c'est sûr que je pense que ça m'a permis de. Mon adaptation a été plus rapide un peu, sûrement à cause de son aide. Fait que c'est sûr que je suis vraiment reconnaissant de tout ça. Mais sur la glace, c'est sûr qu'il y a un gros step. Puis comme j'ai dit, en dehors de la glace, là, c'est différent aussi le voyagement, l'ambiance, la chimie, tout ça, c'est quand même différent. Là. Ben justement, je vais en parler de ta relation en fait avec Joël Bouchard parce que c'est la première chose qui m'est venue à l'esprit quand on a appris que tu étais officiellement signé par le Rocket de Laval, puis qu'on a su par après que Joël faisait le saut avec le Rocket. C'est sûr qu'on a fait le lien 1+1. Il y avait tellement d'anciens Armada qui étaient avec le Rocket aussi, fait qu'on s'est dit, ah, c'est clair que c'est la saveur un peu de Joël Bouchard qui veut apporter Ouais. des gens qui ont confiance en eux, puis tu sais, c'est parfait de ce côté-là. Mais en même temps, il y a l'autre côté de la médaille que je me suis dit, que tu me vois sûrement venir. Avais-tu peur d'être un peu le chouchou, tu sais, que tu rentres dans le vestiaire étant pas connu de personne dans l'équipe? C'est pas comme si tu étais déjà dans l'équipe, là. Puis que là, Ouais. ton ancien coach te suit. T'avais-tu peur d'être jugé ou regardé différemment, puis que les autres, ils disent, ah ouais, on sait bien pourquoi lui a du temps de glace, hein, tu sais, c'est le chouchou du coach. Avais-tu Ouais. peur un peu? Ouais, je comprends. Ben, c'est peut-être qu'au fond de moi, ça, je me disais peut-être que j'avais comme un peu peur de ce que les gars allaient penser. Maintenant, les gars tournent ça un peu à la blague parce qu'on est tellement rendu beaucoup d'anciens d'Armada que c'est ça. Même les anglophones, peu importe, ils niaisent un peu avec ça. Mais tu sais, Joël, c'est quand même un gars qui est professionnel vraiment. Je Oh, pense ouais. qu'il savait, c'est ce que toi tu pensais, sûrement que Joël savait dire un peu la même chose. Fait ma relation avec lui est quand même très professionnelle. Ça paraît, en sens que s'il joue mal, il va me le dire, puis ça ne Mhm. jouera pas, puis c'est vice-versa. Fait que Joël, c'est un gars juste, c'est un gars qui s'attache rapidement aussi à ses joueurs. Puis je pense qu'il aime tout le monde, il apprécie les joueurs de hockey, il apprécie les joueurs de son équipe. Fait que ça n'a pas été long que chaque joueur a un peu aussi établi une relation avec lui. Mais c'est sûr que comme tu l'as dit au début, peut-être honnêtement que dans la tête, je me disais, il faut vraiment que je joue bien parce que sinon, les gars vont peut-être penser ça. Ouais. Mais en ce moment, c'est plus un peu une joke. Là, parce que, ben, pas Ben une ouais. joke, mais les gars rient de ça. Il y a quand même plusieurs joueurs aussi qui ont joué cette année qui proviennent de l'Armada aussi. Mhm. C'est cool à voir. Je pense que c'est le fun aussi d'avoir des Québécois aussi à Laval. Ben oui. Je veux pas un coach qui connaît un joueur ou deux, mais ça permet aussi d'établir une belle relation dès le début. Puis, je pense que pour un nouveau coach comme Joël qui arrivait professionnel, même s'il avait prouvé beaucoup de choses déjà, ben, c'est quand même, pour lui, c'est une adaptation aussi comme un joueur. Puis d'avoir des joueurs qui connaissaient déjà, mais des fois, ça permet aussi de lui faciliter la tâche pour vraiment encadrer son équipe de la bonne façon. Là. Oui, exactement. Puis, tu sais, comme tu dis, pour lui comme pour toi, ça a été plus facile parce qu'au moins, il y avait une bonne base sur quoi se baser. Quand on pense à voyons, Joël Teasdale qui va faire le saut Ouais, aussi, qui était avec l'Armada en fait avant, mais qui a été malheureusement blessé, une très grosse blessure qui l'a tenu à l'écart pour la saison complète, en fait, cette saison, mais il devrait faire le saut dès l'an prochain avec le Rocket. Et il y en a tout plein d'autres. Là. Morgan Adam Moissan aussi qui a fait un ouais, peu la navette là, entre les deux. C'est sûr certainement que ça l'a aidé, mais c'est un peu comme, je dirais, la petite crainte quand ton père te coach au hockey. Quand tu es ouais. plus jeune, tu ne veux pas avoir du favoritisme ou au contraire, qu'il soit plus sévère envers toi parce qu'il te connaît puis il sait jusqu'à où il peut t'emmener aussi. Mais en même temps, de ton côté, je pense que ta relation est saine puis qu'elle est assez bonne aussi avec Joël de ce côté-là. Ouais, exactement. Puis, aussi une question qui me vient par rapport à ça au niveau de ta transition parce que moi, je me souviens de comment tu étais avec l'Armada. Tu étais un joueur très offensif sur toutes les sauces, des avantages numériques, avantages numériques. Tu pouvais autant bloquer des tirs comme tu pouvais en scorer deux buts après. Ou, quand c'était le temps en fin de match, c'était toi qui étais sur la glace. Puis c'était Joël qui te mettait dans ces situations-là. Et là, tu arrives avec le Rocket. Naturellement, c'est sûr que tu ne peux pas tout de suite tomber dans la première ligne, puis il faut que tu fasses tes classes dans le pro. Ouais. Mais là, tu as le même entraîneur, puis là, tu es dans une situation similaire, quelques mois de différence entre les deux. Puis là, ben, c'est pas sur toi qui tape, c'est sur le joueur à côté de toi qui va sur le face-off. Comment tu t'es senti au début? Ça t'a-tu fait bizarre de dire, écoute, non, j'ai 10 minutes de temps de jeu, j'en avais 30 avant, c'est quoi qui se passe? Ben, ben oui, c'est sûr que c'est bien. C'était pas bizarre parce que je savais que ça allait faire ça. Mais ça, c'est une adaptation. Puis c'est pour ça un peu que le pro, c'est au début, certains joueurs frappent un mur plus que d'autres. Je m'attendais à moins y jouer.
mais je pense que ça fait partie de la game. Puis quand tu arrives dans le pro à 20 ans, il y a des joueurs qui ont déjà l'expérience, ils ont déjà comme 4-5 ans d'expérience dans le pro. Fait que c'est juste normal aussi qu'ils passent en avant de toi. Mais dans un autre sens, si tu entends un athlète, tu veux toujours performer. Puis ça fait toujours de quoi quand tu vois que c'est l'autre personne à côté de toi qui va faire ça au lieu de toi. Fait que je pense que ça te pousse aussi à être meilleur puis à vouloir avoir plus de temps de glace. C'est sûr que à chaque joueur, à chaque soir, je vais être le meilleur, puis je vais être le joueur qui a le plus de temps de glace. Je pense que ça va au mérite. Mais c'est sûr que ça permet juste de te pousser, puis de vraiment, de l'adversité, la compétition, on en mange. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça que j'aime aussi au hockey. Ouais. Mais c'est clair que ça doit être différent, comme tu l'as dit. Mais je pense que j'ai quand même eu un rôle important dès le début, puis c'est ça qui me permet aussi de bosser la confiance dans le professionnel. C'est sûr que c'est quand même relatif, dans le sens que je veux quand même beaucoup moins que dans le junior, mais j'avais quand même un rôle assez important. Puis je me plais là-dedans vraiment. Puis je pense que ça me permet aussi de me pousser là, à chaque soir. Là. Ben oui. Puis c'est quoi de ton côté, tu as remarqué, si on veut, le plus différent? Parce qu'on s'entend que tu es un excellent marqueur. Pour ceux qui ne le savent pas, tu as quand même marqué, je pense que c'était 44 buts à ta dernière saison, 87 points avec l'Armada. Et là, tu tombes dans le niveau professionnel. À ta première saison, c'est sûr, ton temps de glace est vraiment diminué aussi. Là. Et tu es sur un trio plus défensif, mais on tombe à 8, 11 buts cette saison. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile, le plus différent pour, si on veut, marquer des buts dans la Ligue américaine versus la Ligue junior majeure du Québec? Ouais, mais c'est quoi? C'est vraiment différent, comme tu l'as dit. J'étais habitué de scorer, puis c'est le fun, scorer quasiment à chaque soir ou à chaque 2 games. Mais c'est sûr que là, c'est différent. Je dirais que j'apprécie plus mes buts aussi maintenant. Quand je score, je pense que j'apprécie encore plus. Mais je pense que c'est la vitesse de transition, la vitesse de jeu est plus élevée. Tu as moins de temps pour faire tes jeux. Les gars sont plus gros. Exactement. Puis, comme mettons, souvent en jeu majeur, tu avais une seconde, par exemple, ou 2 secondes, mettons, tu avais la rondelle dans l'enclave. Tu avais le temps de regarder, tu avais le temps de prendre ton temps. Mhm. C'est relatif, mais tu avais le temps de vraiment regarder ou tirer. Tandis que dans la Ligue américaine, c'est tellement vite que c'est ça, la rondelle-là, es-tu là pour une fraction de seconde. Fait que il faut vraiment que tu saches un peu déjà avant d'avoir la rondelle où tu vas tirer ou Ah ces ouais. choses comme ça. Les gardiens aussi, ils sont plus rapides. Fait que, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Fait que c'est sûr que je pense que j'avais compté 8 buts la première année. C'est sûr que je n'étais pas satisfait un peu. Je voulais compter plus. Euh, mais, mais c'est ça. Je pense que ça va venir aussi. Ta progression était excellente aussi cette saison. Tu Ouais, avais 11 buts, mais en 60 matchs versus 75, là, tu sais, c'est quand même. Tu voyais qu'il y avait une progression. Tu t'enlignais vers une saison d'après une quinzaine de buts. C'est quand même excellent là, tu sais, pour une deuxième saison professionnelle. Fait que, tu sais, surtout que tu as un trio défensif. Tu n'es pas dans un trio offensif non plus. Donc, je pense que ta progression était bonne. Puis l'organisation, t'ont-tu donné un feedback positif par rapport à ça durant la fin de la saison? Ben oui, ça que là, normalement, on a eu des meetings comme de fin d'année, puis ces choses-là, pour voir un peu le recap de l'année, tout ça. Et là, pour l'instant, on n'a pas vraiment encore eu ça. Oui, on a parlé un peu à GL, j'ai parlé à GL, mais on n'a pas encore eu vraiment de bilan de fin de saison. Oui, puis je pense que oui, ils sont quand même satisfaits. C'est sûr que je veux toujours être meilleur, je veux toujours faire mieux. Mais offensivement, en fait, souvent, en étant un joueur offensif, tu veux toujours avoir plus de points, Mhm. tu veux toujours marquer plus de buts, mais je pense que C'est pas ton rôle. c'est ça, faut que je sois conscient aussi que si je joue en Ligue nationale un jour, ce sera pas. Je vais jamais en scorer 50 non plus. En tout cas, si j'en score 50, je vais être content, là, mais Ça en serait sens que spécial. c'est ça, en sens que il y a des joueurs comme qui sortent du genre majeur qui arrivent pro puis qui sont déjà offensifs, beaucoup comme mettons par exemple Alex Boriboulet, que c'est vraiment incroyable ce qu'il est en train de faire. Mhm. Tandis que moi, je pense que j'ai changé un peu. Pas j'ai changé, mais en étant dans un Quand trio plus même. défensif, j'ai plus de responsabilités défensives. Fait que ça me permet de vraiment plus me focusser là-dessus. Mais ça, dans un autre côté, je délaisse un petit peu peut-être de responsabilité offensive, mais ça me plaît aussi de ce côté-là. Là. Ouais, mais c'est important que tu en parles parce que, tu sais, il y a quand même aussi beaucoup de gens, tu sais, qui vont souvent juger par les statistiques puis dire, coudon, il y a une baisse de régime. Ouais, mais c'est vraiment différent, sincèrement, pour couvrir le hockey junior à chaque match avec l'Armada. Puis, tu sais, je t'ai vu vraiment durant une année complète avec l'Armada. Je commençais à connaître tes tics, tes manies parce qu'en tant que photographe, tu cibles plusieurs joueurs puis tu les suis un peu plus que d'autres. Toi, tu étais parmi ceux-là que je prenais le plus souvent en photo. Puis, c'est sûr que je savais exactement où est-ce que tu te positionnais, puis quand est-ce que tu décochais, puis justement la fraction de seconde que tu parles. Et j'avais mon premier contrat, en fait,
j'avais réussi à avoir mon premier contrat au niveau professionnel avec le Rocket dans votre dernier match avant la pandémie, le 11 OK. mars. Fait que ça Ouais. a comme été un drôle de timing, là. Puis d'être sur le bord de la baie vitrée, dans le fameux trou qu'on a dans la baie vitrée comme photographe, c'est là que j'ai compris c'était quoi vraiment, tu sais, même si j'avais souvent vu des matchs de la Ligue américaine puis versus des matchs juniors, mais quand tu es tout près de l'action comme ça, puis tu le vois à quel point que c'est rapide versus c'est complètement un autre ligue, c'est complètement un autre monde. Tu sais, puis je te voyais aussi, tu sais, je me disais d'habitude, il se positionne là, je me dis, ah, il fait pas comme d'habitude, pourquoi il s'en va pas là? Puis, non, tu as changé ton style, sincèrement, tu t'es adapté à la ligue et ça se fait pas en claquant des doigts, ça prend du temps. Puis c'est sûr que la fraction de seconde, il faut que tu t'adaptes à ça aussi. Puis des fois, tu n'as pas le choix aussi de grossir un peu, prendre plus en masse pour pouvoir suivre le rythme aussi, là. Donc, non, sincèrement, je te lève mon chapeau parce que ça doit pas être évident non plus, la transition, là. Non, c'est ça, exact. Puis, ouais, ben écoute, on va parler un peu de ton parcours justement par rapport aux juniors, le temps qu'on en parle, là. Comment toi, parce que là, pour les gens qui ne le savent pas, tu as été repêché, comme je disais, 9e en première ronde par les Olympiques de Gatineau en 2013, 2012? Je sais plus. Ouais, 2013, je crois. Ouais. 2013, ouais, c'est ça. Excusez, j'ai pas mes lunettes. Je les ai enlevées trop rapide. Puis oui, c'est ça. En fait, en 2013, tu as été repêché 9e au total en première ronde par les Olympiques. Tu as fait le saut rapidement quand même en 2013-2014 avec l'équipe pour 12-13 games. Par la suite, tu es devenu plus temps plein avec eux 2014-2015. Et puis, tu as été échangé à l'Armada. Comment tu l'as vécu, cet échange-là, en 2016-2017? Est-ce que c'était une sorte de déception ou tu disais, waouh, j'ai la chance d'une opportunité supplémentaire? Comment toi, tu l'as vécu? Ben en fait, j'ai quand même bien pris, là, dans le sens que, tu sais, en étant un joueur majeur, tu veux toujours performer. Ton but, c'est toujours d'espérer te faire remarquer par les recruteurs. Donc, à Gatineau, j'avais eu connu 2 bonnes saisons. C'est mes 2 premières saisons aussi. Tu sais, j'avais connu des saisons correctes et je savais que j'étais capable de faire mieux. Mais ça allait quand même bien. Si je pense que dans le jeu majeur, il y a eu quand même beaucoup aussi de mouvements de joueurs. Il y a quand même beaucoup de mouvements de personnel. Donc, c'est pas impossible que ça s'est changé dans ta carrière. Puis quand j'ai su que je m'étais fait échanger, surtout à l'Armada, j'étais quand même content d'un parce que je me rapprochais aussi de chez moi. J'étais content de pouvoir voir plus ma famille, ma blonde aussi. Donc, ça allait peser dans la balance. Puis aussi, au niveau hockey, c'est sûr que c'est un nouveau départ pour moi. J'espérais pouvoir peut-être comme plus performer à la hauteur de ce que je pouvais faire. Puis c'est vraiment comme un fresh start, comme on pourrait dire. Avec Gatineau, ça allait quand même super bien. J'avais un entraîneur aussi que j'ai beaucoup appris là, avec Benoît Gros. C'est un entraîneur qui est strict, qui est sévère, mais qui m'a apporté quand même beaucoup de choses. Puis après ça, avec l'Armada, c'est là que j'ai comme vraiment débloqué offensivement. Avec Joël, je pense qu'il m'a donné confiance suite à mon arrivée, il m'a donné confiance. Puis c'est vraiment à partir de là que j'ai plus pris mon envol offensif. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir des bonnes performances offensives. Mais non, je pense que je l'ai bien pris. Des fois, après, avec du recul, certaines personnes me disent que ça aurait été que tu commences dès le début avec Armada, ça aurait peut-être changé des trucs. Ouais, Mais c'est dans ça. un autre sens, je suis vraiment content aussi d'avoir joué à Gatineau. Puis les années que je fais à Gatineau, ça m'a appris beaucoup de choses aussi. J'ai vécu 2 belles années là-bas. Je me suis fait des bons amis là-bas aussi. C'est une belle ville pour jouer. Donc, j'ai vraiment adoré aussi mon parcours là-bas. Là. Ben oui, c'est sûr. Au bout de la ligne, ça t'a permis de devenir un meilleur joueur puis d'apprendre de 2 excellents entraîneurs qui sont aujourd'hui Ouais, dans la Ligue américaine en plus, là, Benoît Groux et d'ailleurs l'entraîneur d'Alex Barré-Boulet ouais, maintenant avec le Crunch de Syracuse. Puis toi, ben, tu as Joël qui a poursuivi avec toi avec le Rocket. Fait que ça a été 2 excellents entraîneurs aussi que tu as pu apprendre je peux dire, dynamiques puis système d'apprentissage différents. Au niveau, justement, dans le junior majeur, ton parcours a été justement séparé en deux par 2 équipes différentes. Je pourrais dire que tu as eu quand même 2 organisations, des très bonnes organisations de la Ligue. Ce n'est pas je peux dire, des équipes un peu un petit marché, c'est quand même 2 gros ouais. marchés au niveau avec une bonne base de partisans. Est-ce que toi, ça t'a justement, ça te motivait, j'imagine, à chaque jour, parce qu'on a vu l'ambiance qu'il y avait au centre d'excellence Port-Rousseau à l'Armada, justement, dans les 2 dernières saisons. Là. Comment c'était sur la glace, avoir 4000 personnes en délire en série? J'imagine que ça a dû être incroyable aussi, le feeling en tant que joueur. Là. Ouais, c'était vraiment cool, honnêtement. Puis, je pensais pas vivre des feelings aussi gros dans le jeu majeur. Puis, comme tu l'as dit, les 2 années à l'Armada, c'était vraiment spécial. Ces 2 années, je vais me souvenir vraiment toute ma vie. Les finales, comme tu l'as dit, là, le centre était plein. Il y avait même du monde debout, caché les billets
debout. Donc non, c'était Ah ouais. vraiment cool. Puis c'est des souvenirs que je vais me rappeler toute ma vie. La game numéro 7 contre Charlottetown en demi-finale la dernière année. C'était incroyable. Ouais, non, c'était vraiment cool. Puis c'est des souvenirs que je vais me rappeler toute ma vie. Puis c'était spécial, l'ambiance. On sentait que la ville, un peu, était vraiment comme s'ils nous suivait. Puis, tu veux pas, en jouant à l'Armada, oui, c'est un gros marché, mais c'est tellement une grosse ville, dans la banlieue de Montréal, que des fois, c'est pas tout le monde qui nous connaît, puis c'est normal aussi. Mais on avait comme le feeling que le monde, le monde nous parlait, le monde avait vraiment un sentiment d'appartenance à l'Armada, puis c'était vraiment, vraiment cool à voir. Je suis vraiment fier d'avoir pu faire partie de ces 2 années-là avec l'Armada. Oui, puis surtout, tu sais, il y a beaucoup, comme un gros fan base de l'Armada, là, Ouais, c'est vraiment. sincèrement, là, je ne sais pas pour tous les équipes juniors, mais c'est justement Alex qui nous disait, Barré-Boulis, ce qui, dans le fond, lui nous parlait dans l'autre podcast, c'est qu'il a fait quand même Drummondville, puis il a vu toutes les autres villes, veut pas, en jouant contre eux, Ouais. puis il a dit sincèrement, c'est l'ambiance la plus spéciale qu'il y a dans un building de la Ligue, c'est vraiment l'ambiance à l'Armada quand l'aréna est pleine, puis c'est assez spécial pour le vivre sur la glace, d'entendre le bruit un peu sourd qu'il y a dans les gradins. Puis il y a surtout la même communauté de, comme je dis, le fan base, qu'il y a à peu près 500-600 partisans réguliers qui suivent l'Armada depuis les tout premiers jours, qu'on salue d'ailleurs parce qu'il y a plusieurs Ouais, qui me ouais. suivent par rapport à la photo, là, mais qui écoutent probablement le podcast aussi. Fait que c'est spécial aussi, j'imagine, de te faire attendre pour des autographes match après match. Tu sais, t'es pas dans la Ligue nationale, tu es un petit gars de 15, 16, 17, 18 ans. Ouais. Comment tu l'as vécu, ça, de te faire attendre pour des autographes après les matchs? C'est spécial, là, ça. Ouais, c'est spécial puis c'est cool. Tellement, mais en fait, encore aujourd'hui, tu réalises pas trop comment, à quel point tu peux avoir un impact positif sur des gens. C'est vu qu'en ce moment, on est comme, je suis vraiment là-dedans. C'est sûr que plus tard, peut-être qu'avec du recul, ça va être facile de vraiment réaliser. Mais non, c'est vraiment spécial puis c'est le fun aussi de pouvoir, de juste pouvoir un peu comme, aider un peu ou juste faire plaisir à certaines personnes que pour eux, on est comme des grands joueurs ou des grands athlètes. Fait que non, c'est vraiment cool. Comme tu dis, à l'Armada aussi, c'était spécial avec le fait que en sortant de la chambre, les partisans étaient toujours là, puis ils nous attendaient, comme tu l'as dit, pour des photos, des autographes. Donc, c'était cool à voir, c'était vraiment spécial. Puis ça me permettait aussi comme d'apprécier aussi le fait d'être joueur de hockey. Des fois, quand tu es joueur, tu apprécies comme un peu moins le sport à certains moments quand ça va moins bien. Puis c'est dans ces moments-là, si tu vois des partisans ou des personnes qui sont là pour toi puis attendent, par exemple, de des photos, ben, ça te permet d'apprécier encore plus ce que tu fais puis de juste travailler encore plus fort pour ces personnes-là. Là. Fait que Exact. c'est vraiment cool. Puis je pense que pourquoi on a eu deux si belles années, c'est peut-être aussi du fait qu'on avait vraiment une base de partisans qui était vraiment cool puis qui nous supportait vraiment là-dedans. Puis c'est sûr que ça l'a aidé, c'est clair que ça nous a donné une poussée de plus. Là. Ben oui, c'est comme tu dis, c'est clair, ça l'a aidé à se donner le petit boost supplémentaire Ouais, là, parce que c'est vraiment ça. C'est les partisans peuvent donner justement un bon petit coup de pouce aux joueurs. C'est important aussi parce que pour toi, de ce que tu me dis, c'est important de redonner à la communauté, de pouvoir inspirer peut-être le petit jeune qui vient vous voir à la fin du match pour une petite photo, un autographe. Tu sais, tu es conscient de ça, que ça peut changer, faire une différence dans la vie de ces jeunes-là en question. Et aussi, on en a parlé rapidement dans le topo, là, mais comme on disait, tu es l'ambassadeur de deux choses différentes, en fait, à Go On Lit et du Cégep de Saint-Jérôme. J'imagine que c'est un peu dans le même optique. Tu as désiré de t'impliquer dans la communauté à ta façon. Pourquoi c'est important pour toi, en fait, ces deux choses-là complètement similaires un peu au niveau ouais. académique? Mais en fait, ça a été vraiment simple pour moi. Là. En fait, ça fait déjà 2 ans que je suis porte-parole avec le Cégep de Saint-Jérôme. Puis, en fait, depuis que j'ai évolué avec l'Armada, j'étais au Cégep de Saint-Jérôme. Puis, on a quand même une horaire chargée en étant joueur de hockey. On passe souvent sur la route, donc les cégeps doivent quand même nous accommoder plusieurs fois dans l'année. C'est sûr que le joueur a une part de responsabilité, à savoir qu'il faut qu'il soit à jour, il faut qu'il aille voir ses enseignants, ces choses-là. Mais le cégep aussi doit être responsable, puis doit quand même nous accommoder. Donc, le cégep, c'est Jérôme, il était vraiment, vraiment incroyable avec moi. J'avais quand même beaucoup de cours de sciences, vu que j'étais dans un programme de sciences de la nature, donc il y a des laboratoires, ces choses-là. Puis bref, en tout cas, ils ont été vraiment, vraiment cool avec moi. Ils m'ont vraiment accommodé le mieux qu'ils pouvaient faire. Fait que, quand ils m'ont demandé d'être la porte-parole, pour moi, ça a été vraiment facile d'accepter. Ils m'avaient tellement rendu service sur plusieurs choses que de pouvoir redonner un peu à la communauté, comme tu l'as dit, de pouvoir peut-être juste encourager un petit peu les étudiants, par exemple, du secondaire, qui ne savent pas trop où aller, de peut-être les encourager à venir au cégep,
Puis pour moi, ça a été un cégep qui m'a apporté beaucoup, qui m'a aidé beaucoup. C'est sûr que pour le futur, le cégep, toutes les choses sont faites pour moi. Ça m'a permis de performer à l'école puis au hockey de la meilleure façon que je peux faire. Puis pour la suite, ça m'a permis d'avoir des bons résultats. Puis ça va m'aider pour le futur aussi. Là. Fait que j'ai été extrêmement reconnaissant envers ce cégep-là. Puis ça fait déjà 3 ans en fait 2 ans que je savais que je suis comme porte-parole. Puis que, en fait, je sensibilise un petit peu les jeunes à ça. Je les encourage aussi dans les périodes d'examen, par exemple, que j'envoie des petites vidéos motivantes, ces choses-là. Puis, ouais, pour Ago on lit, en fait, c'est vraiment une belle initiative aussi qu'ils ont eu, en fait, de sensibiliser les jeunes à la lecture. Puis, en fait, ils ont vraiment sensibilisé les jeunes un peu plus âgés. Tu sais, souvent, on pense aux enfants vraiment jeunes. Il faut les encourager à lire, c'est ce qui est vrai. Mais des fois, les adolescents, par exemple, des fois, ils pensent que la lecture, c'est pas cool ou c'est pas pour moi. Tu sais, il y a tellement de différents types de lectures que tu peux avoir. Tu sais, il y a tellement, c'est pas juste des romans, c'est pas juste des bibliographies, par exemple, que tu peux lire. Là. Tu peux lire n'importe quoi. Fait que, des fois, c'est juste trouver un peu chaussure à ton pied, vraiment juste trouver un livre ou une sorte de livre que tu aimes. Puis, la lecture, ça peut amener beaucoup de bienfaits aussi là, à une personne. Là. Fait que non, c'est ça, fait que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir aussi être l'ambassadeur là, pour ça. Puis en étant un sportif, des fois, ben, si je peux comme vraiment aller chercher des jeunes sportifs, des jeunes adolescents qui pensent que c'est pas cool lire ou peu importe, des choses comme ça, ben, tant mieux. Puis c'est un peu mon but là, de pouvoir m'associer à ça, mais ça me permet un peu en tout cas, j'espère encourager des jeunes sportifs là, à lire aussi. Là. Ben oui, puis c'est important que tu le fasses parce que, tu sais, j'en rencontre beaucoup des jeunes parce que je fais des conférences dans certaines écoles et OK. cégep aussi, puis ou des carrefours jeunesse. Puis, tu sais, il y a beaucoup de jeunes justement qui ont besoin de ces inspirations-là, surtout quelqu'un comme toi, au niveau professionnel, joueur de hockey, ça peut être inspirant pour ces jeunes-là de voir, regarde, c'est cool de lire aussi parce que oui, Ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le temps ou qui ne veulent pas prendre le temps de lire, même si tout le monde est capable de lire, ou la plupart des gens en fait, là, puis ils ne se donnent pas vraiment le temps ou même sincèrement, moi-même, je l'avoue, là, c'est de lire un roman, je pense que mon premier, je l'ai lu à 22. Là, fait que sincèrement, Ouais. c'est pas parce que j'ai pas été à l'école, là, c'est juste que je décrochais ou j'avais pas vraiment un sujet Ouais. qui m'intéressait. Puis, tu sais, c'est vraiment de trouver un sujet d'un qui vous intéresse, puis par la suite, prenez le temps. C'est pas une course contre la montre de dire il faut Non, que je termine le exactement. livre en 2 semaines, sinon je suis pas bon. Là, ça peut prendre 2, 3 mois à lire occasionnellement un petit 2, 3 pages par jour ou par semaine. Il n'y a pas de stress. C'est vraiment d'y aller selon chacun, puis au rythme de chacun aussi. Fait que je pense que c'est important ce que tu fais, puis ça va vraiment aider la jeunesse d'aujourd'hui. Oui, exactement. Ça, je peux aider une personne, ce sera une personne, mais au moins, on va De avoir aidé plus. cette personne-là. Exactement. Ben oui, puis pour ceux qui se demandent, on en parlait tantôt, ta fameuse cote que ta cotère au cégep. Je sais que tu m'as dit que tu n'aimais pas qu'on parle trop des statistiques, puis c'était peut-être pas plus ou moins important pour toi, mais c'est juste pour dire à quel point que oui, on peut exceller autant au niveau académique qu'au niveau sportif, parce que souvent les gens disent ah, les sportifs, eux autres, ils se concentrent sur leur sport, puis tu sais, c'est plus ou moins important les études, ou tu sais, ils se donnent pas ce plan B-là. Mais pour toi, ça a été un plan A, les études, et puis tu as vraiment misé là-dessus, puis tu disais, ben le plan B, ça va être le hockey ou les études, peu importe, mais tu misais égal, si on veut, sur les deux. Ouais. Et puis, ta cotère à 34,471, c'est vraiment exceptionnel pour un athlète d'avoir réussi à atteindre cette cotère-là. Et puis, tu as été diplômé en sciences nature également pour ceux qui se demandent au Cégep de Saint-Jérôme. C'est vraiment un très, très bel exploit que tu as réussi. Par curiosité, comment tu as vécu les études dans l'autobus pour aller au Cap-Breton? Ouais, ben, honnêtement, sur l'autobus, ça me permettait juste d'avoir du temps. Si c'est chez toi, ben, t'as tout le temps plein de choses à faire autres qu'étudier. Donc, dans l'autobus, à part écouter des films ou peu importe, tu peux étudier. Donc, je sortais mes affaires, j'étudiais, mais c'est clair que Montréal, Cap-Breton, c'est pas la ride de boss la plus fun, là, je te dirais. Là, mais il y en avait des moins pires que ça. Ouais. Mais non, c'est ça. Puis c'est comme tu l'as dit, l'école, pour moi, c'est pas nécessairement un plan B. Un jour ou l'autre, je vais aller à l'école pour de bon ou je vais faire de quoi d'autre que le hockey. Donc, c'est juste important pour moi d'aller à l'école puis d'exceller. Puis, depuis le début, en fait, depuis le début que je joue au hockey, je me suis toujours dit que le hockey t'es pas supposé nuire à mes études. C'est sûr que Mhm. ça retarde mon cheminement, on ne se le cachera pas. Mais dans le sens que je vais faire les efforts autant que je peux pour continuer à l'école et continuer à performer. Puis c'est sûr que ça demande de la discipline, ça demande du travail, mais
moi, pour moi, ça m'aide vraiment à juste performer aussi au hockey. Puis depuis le début de ma carrière, je me sens bien aussi à faire les deux. Je me sens valorisé aussi par ça. Je trouve que des fois, en étant un joueur de hockey, tu penses beaucoup au hockey. Tu travailles le matin, tu penses à tu t'en vas à l'aréna, par exemple, tu pratiques ou tu joues une game. Après la game, tu penses à ta game, tu penses à tes bons jeux, tes mauvais jeux. Tu te couches le soir, des fois, tu rêves à ça ou tu fais des cauchemars, peu importe. Fait que des fois, de juste d'avoir de l'école à travers ça, d'avoir un stress un peu qui est différent, des préoccupations qui sont différentes, mais ça te permet un peu d'équilibrer ça. Puis pour moi, personnellement, ça me permet de juste être un meilleur athlète. Pour d'autres personnes, ça va être l'inverse. Il va falloir qu'ils soient all-in, par exemple, dans le hockey pour vraiment performer. Mais pour moi, d'avoir différentes préoccupations comme ça, je trouve que pour moi, ça me permet d'être plus équilibré. Puis c'est dans ce moment-là que je pense que je performe le mieux. Sinon, Oui, ça te pousse à devenir meilleur carrément. Puis, non, ouais, je faisais référence au raid au Cap-Breton parce qu'on en a parlé un peu avec Alex aussi dans l'autre podcast. Puis, il me disait que c'était pas mal les plus pénibles qu'il y avait au niveau de la GMQ, mais qu'en même temps, lui a trouvé ça très plaisant parce qu'il y avait un beau petit setup, semble-t-il, dans le fond de l'autobus ouais, avec c'est ça. un petit Xbox, une télé, puis une coupe de table de Exact. cartes. Exactement. Moi, après 2-3 devoirs, j'allais les voir une demi-heure, puis je repartais tout de suite après. Mais ouais, non, Alex, alors, il y avait un bon setup en arrière. Mais sinon, c'est ça, exact. C'est juste que certains joueurs avaient différentes préoccupations que d'autres. Ah ouais, c'est pas de dire C'était qu'un mieux que c'était- l'autre, là. C'est plus de. C'était drôle, ce bout-là. J'étais pas au courant qu'il y avait. Je pensais que c'était plate, l'autobus, puis il me disait non, non, Ouais, c'était plate la durée, mais en même temps, on trouvait une manière de s'occuper aussi. C'est plus parce que je sais que Nick Thibault de l'Armada autrefois ouais. m'avait dit que tu étais très studieux justement dans l'autobus, puis je me suis toujours demandé comment il fait pour rester concentré. Écoute, moi, j'essaie de lire un livre, là, puis si jamais une mouche se promène, je pars dessus, tu sais. Comment tu as pu rester concentré avec une gang de gars qui peuvent faire plus de bruit dans le fond, whatever, là, ça doit pas être Ouais. évident non plus. Ouais, mais non, exactement. Puis, comme tu l'as dit, les rides de bus, souvent, on pense que c'est plate. Puis, c'est ça qu'au bowling, après 10 heures, tu commences à t'amener, puis tu as hâte d'arriver. Mais on avait du fun avec les gars. Oui, j'étudiais beaucoup, mais je prenais le temps aussi de jouer aux cartes. Je prenais le temps d'avoir du fun aussi avec les gars. Mhm. Certains moments, je me disais, OK, je joue à étudier, mais d'autres moments aussi, j'avais du fun. Je pense que la vie, il faut être du fun dans la vie. Là. Je pense que c'est pas normal qu'une personne faut que tu aies des temps libres, faut que tu prennes des pauses aussi. Mais c'est clair que j'étudiais aussi. Puis c'est comme Alex, des fois, il m'éclairait un peu avec ça. Puis sur ces choses-là, puis moi, je prenais ça en rien parce que je suis bien avec ce que je Ben oui. fais. Puis mais ouais, en fait, c'est drôle que moi et Alex, on se vraiment, vraiment bien. Mais on est deux personnes vraiment différentes Ben aussi oui, dans plein ça m'a d'aspects de la vie. surpris. C'est ça. Parle-nous un peu de ta relation avec Alex, tant qu'on y est, parce que quand il m'a dit que vous étiez encore en contact, tout ça, pas que j'ai été surpris dans le sens que vous étiez deux anciens coéquipiers, Ouais. mais vous êtes vraiment deux personnes complètement différentes. Puis, c'est souvent ça aussi qui crée des belles amitiés. Mais parle-nous un peu de comment ça s'est développé, toute cette belle amitié-là, puis comment ça se passe aujourd'hui. Mais en fait, Alex, je le connais depuis vraiment longtemps parce qu'il jouait quand t'es plus jeune, on jouait dans les ligues d'été ensemble. Là. Lui, il vient de Montmagny, moi, je viens de Québec. Ah oui. Puis l'été, en fait, on avait une équipe de 3 d'été. Là. On allait faire des tournois à Montréal. Puis en fait, on s'est connus là. Puis après ça, on s'est comme perdu de vue un peu comme plusieurs personnes. Puis en fait, dans le junior majeur, quand on jouait contre, on se parlait encore. On se textait un petit peu de temps en temps. C'est vraiment quand il est venu avec l'Armada que là, on a comme retrouvé un peu notre amitié qu'on avait Tu vas être perdue. content. Ouais, exact. Puis sur la patinoire aussi, on s'est retrouvés assez vite. On a vraiment une belle chimie. Puis en dehors de la glace aussi, on a du fun ensemble. Comme tu te dis, on est vraiment différents. Peut-être que lui, il me comprend pas sur certains trucs, puis moi aussi, vice-versa. Mais non, c'est vraiment cool. Puis, en fait, ça fait pas que je vais à Syracuse, je vais chez lui, on va souvent ensemble. On se voit un peu là-bas. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir garder contact comme ça. Puis, c'est tellement c'est une bonne personne, vraiment. C'est vraiment un bon joueur. Puis, comme je disais Mhm. tantôt, là, qu'est-ce qu'il fait en ce moment avec le crunch, d'être aussi dominant, Surprenant. surprenant, être aussi dominant après seulement 2 ans de pro, c'est vraiment quelque chose qui est Mhm. spécial. Puis, Il n'est pas gros non t'sais, plus, d'un gabarit qui n'est pas parfait, je pourrais dire. Là, ouais, il est plus petit que la norme un peu dans la Ligue américaine, surtout, puis il réussit à se démarquer, d'être toujours parmi les meilleurs de son équipe et de la Ligue aussi. ouais, exact. Puis ça, je pense que depuis le début de sa carrière, en fait, là, il prouve le contraire à chaque personne. Souvent, les personnes ils disent ah non, il est trop petit ou
Même si c'est midget 3, que tu sois dans le junior majeur, puis le rendu professionnel, sûrement qu'il y a plein de monde qui doutait un peu de lui. Mais je pense qu'il prouve vraiment le contraire. Puis il est tellement dédié aussi au hockey. Je pense que en tout cas, ça augure vraiment bien pour la suite là, pour lui. Là. Ah, C'est vraiment cool. sincèrement, oui. Puis, tu sais, comme je disais, je suis pas mal sûr qu'un rappel va arriver. La seule chose qui ne l'aide pas, c'est qu'il est dans une équipe assez bien garnie de, Ouais, de toutes exact. parts. Là. C'est un peu aussi dans le mode de Yanni Gourde, là, comme on parlait. Il y a Ouais, beaucoup de comparaisons qui se font, puis ils se connaissent bien les deux aussi. Fait que, tu sais, ouais. c'est vraiment... j'espère que ça ne sera pas un ou l'autre, mais bien les deux, parce qu'ils pourraient créer des belles flamèches avec le Lightning. Là. Mais c'est ça. Espérons-le que ça débloque positivement pour lui dans l'organisation du Lightning. Ouais, Euh, vraiment. pour revenir à toi un peu plus, au niveau du Rocket, on va revenir un peu plus professionnel. Y a-t-il quelqu'un qui t'a aidé au niveau de quand tu es arrivé avec l'équipe? As-tu eu quelqu'un qui a exercé un peu son rôle de leader avec toi un peu plus ou que tu t'es inspiré davantage quand tu es arrivé avec le Rocket de Laval? Je dirais qu'il y avait quand même plusieurs bons vétérans avec nous. Là. Vite comme ça, là, il y avait Alex Belzile, qui est encore en fait Oui, avec ben oui. l'organisation. Lui, c'est un Québécois aussi. Puis c'est un gars qui, en tout cas, il est incroyable. Alex, c'est dans la chambre, sur la patinoire. J'ai jamais vu un gars aussi passionné par le hockey. C'est un gars qui Mm. travaille tellement fort. Puis Il était il dans a la un, Légion il- majeure lui aussi, là, avec ouais, exactement. l'Océanique. Puis il a eu du succès aussi avec l'Océanique. Puis Mhm. il m'a quand même un peu pris sur son aile par rapport au hockey aussi sur la patinoire, même dans la chambre. Dans les américaines, comme je disais tantôt, c'est vraiment différent. Chaque personne a un peu son agenda qui est différent. Ils ont des familles, ils sont mariés, ces choses-là. Mais ça reste quand même du hockey, ça reste une chambre de hockey. Fait que les gars, on est quand même très proches. Moi, en étant jeune aussi, les gars m'ont vraiment, ils ont vraiment été cool avec moi dès le début. Puis, il y a d'autres personnes, même, par exemple, Carl Osner, qui était vraiment cool avec tout le monde. C'est même avec moi, il est super gentil. Des fois, on a des conversations un à un, vraiment, c'est vraiment le fun, ils sont un peu n'importe quoi. Puis, des fois, certaines personnes pensent que t'es peut-être Osner, il y a eu beaucoup de critiques là, envers lui, puis cette Ah oui. personne-là, c'est. C'était ma prochaine question, justement. Je vais te Ouais. laisser en parler. Ben non, mais tu sais, c'est juste que c'est tellement c'est un excellent joueur de hockey, de un. Puis de deux, c'est Bonne en dehors de personne. la glace, c'est vraiment une bonne personne. Puis il joue un peu le rôle de papa, un peu entre guillemets, avec moi, là, dans le sens qu'on a quand même une bonne différence d'âge. Ouais, ouais. Il était vraiment, c'était vraiment une bonne personne. Je pense que chaque joueur dans les américaines, les vétérans surtout, ils comprennent ce que les jeunes vivent en arrivant du junior ou en arrivant de la NCAA, par contre. Oui, même si on est en compétition un peu, parce que chaque personne doit avoir un rappel, c'est un peu ça le but ultime de la Ligue Ouais, c'est ça. américaine. C'est spécial. Hein. Ouais, c'est spécial, mais en tout cas, moi, personnellement, il y avait 2 ans que je joue, puis j'ai pas senti vraiment, c'est sûr que oui, dans nous, il y a une compétition, mais je la sens, on la sent pas, cette compétition-là, puis c'est ça qui fait que on a quand même on a eu du succès quand même là, relativement avec le Rocket, là, en étant une jeune équipe quand même. Puis c'est cool, on est vraiment quand même proche, malgré le fait que comme chaque personne est dans un horaire un peu où chaque personne a un rythme de vie ou un mode de vie qui est quand même différent avec leur famille ou ces choses-là. Là. Oui, parce que c'est important que tu en parles. Le pourquoi je voulais parler justement de Carl Osner, c'est que les partisans du Canadien ont Ouais. été peut-être très, très durs envers lui. C'est vrai que le gars a plus les performances qu'il avait dans ses meilleures années avec Washington. C'est sûr que c'est pas l'ancien choix de première ronde aussi, parce qu'il a été repêché 5e au total. Là. Ça reste un joueur qui ses meilleures années sont derrière lui, mais il n'est pas responsable du contrat non plus qu'on lui a donné. N'importe qui, tu te fais offrir un beau montant de même sur un plateau d'argent, ben, tu vas sauter dessus, j'imagine. Là, puis lui, par la suite, ben, ça a été pas mal un cadeau empoisonné, ce contrat-là, parce qu'il n'a pas été à la hauteur des attentes carrément de l'organisation et des partisans. Mais ce qui est le plus important de mentionner, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs de ce statut-là, je pourrais dire, de vétérans NHLers qui n'aurait jamais décidé d'aller dans la Ligue américaine, qui aurait décidé carrément de je retourne chez nous, puis je m'en fous, casser mon contrat. Mais lui a toujours gardé une attitude exemplaire de ce que j'ai entendu dire avec l'équipe, avec ses coéquipiers. Il continue de vraiment là, donner son maximum à chaque match, même si il aimerait sûrement rester dans la Ligue nationale. Là. Fait que c'est vraiment son avantage. Ouais, vraiment, exact. Puis, en fait, il travaille avec la Rocket l'année passée. Puis, comme tu as dit, son attitude était parfaite. Puis, oui, c'est sûr que dans lui, sûrement qu'il voudrait être avec les Canadiens, mais il a toujours eu une attitude exemplaire. Il a toujours voulu aider aussi les jeunes aussi. Puis non, pour cette personne-là, là, elle est parfaite. Là, c'est vraiment un gars que j'apprécie vraiment beaucoup. Puis, j'y souhaite vraiment là, le meilleur. Vraiment.
Ben oui. Justement, on va parler peut-être, sans rentrer trop dans des détails peut-être, là, mais au niveau dans le vestiaire du Rocket, y a-t-il un moment que tu as vécu avec l'organisation, que ce soit un joueur que tu dis, quand lui a été rappelé, écoute, la chambre est complètement sursautée ou peut-être des joueurs qui se sont mis à pleurer pour une situation. Tu sais, vraiment un moment là, qui t'a marqué avec le Rocket depuis que tu es avec l'équipe. J'ai pas un moment précis. C'est clair que, tu sais, mettons par exemple les rappels, là, si on parle de rappels, certains joueurs qu'on apprécie plus, des fois quand ils se sont rappelés, c'est Dale sûr que Weiss. exactement, ça nous fait de quoi. Des fois, il y a des surprises. Par exemple, certains joueurs s'attendent à se faire rappeler, mais là, par exemple, c'est une autre personne qui se fait rappeler à sa place. Et des Mhm. fois aussi, même moi, dans ma situation, ça ne m'a pas encore arrivé parce que je suis quand même un jeune joueur. Mhm. Certains joueurs, des fois, sont encore plus près de la Ligue nationale puis croient que c'est à leur tour de se faire rappeler puis ils ne le sont pas. Ça, Il y a c'est beaucoup difficile. de. C'est difficile. Puis, je pense qu'il y a un aspect mental aussi. La Ligue américaine, c'est beaucoup de. Les joueurs, des fois, on pense trop. Comme si des fois, on pense qu'on va se faire rappeler puis on l'est pas. Ou la personne à côté de toi se fait rappeler puis tu pensais que c'est à ton tour. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent, mais personnellement, il n'y a pas un moment précis que je me rappelle. C'est clair que chaque rappel, c'est différent. Certains joueurs sont rappelés pour une journée, d'autres sont rappelés et on pense qu'ils vont se faire redescendre, puis finalement, ils continuent le reste de l'année complète. Donc, c'est vraiment beaucoup de changements aussi dans la Ligue Ah oui, c'est américaine. pas évident, là. C'est ça qui fait que, à chaque semaine, en fait, là, il y a des joueurs de la East Coast qui arrivent, il y a des joueurs L'équipe qui ont est des différente. try-outs. C'est ça, exactement. Puis, on a quand même il y a eu beaucoup de blessures cette année avec le Rocket, donc ça faisait que c'est ça. À chaque semaine, des fois, on pouvait être 16 attaquants dans une pratique. La semaine d'après, avec les blessures, avec les corps-là, on se ramassait à 11 attaquants. Il fallait qu'ils rappellent un gars de la East Coast d'urgence. C'est vraiment, vraiment beaucoup de changements. Ce qui fait que pour un entraîneur, par exemple, comme Jaël, qui en parlait beaucoup, lui est habitué de monter son équipe. Par exemple, avec l'Armada, il repêchait ses joueurs, il montait un peu le noyau. Puis son but, par exemple, c'est d'être vraiment dominant, par exemple, dans 2 ans. Tandis qu'en Ligue américaine, puis à chaque année, les joueurs sont différents. La Ligue américaine, je veux pas, oui, c'est une ligue de développement, c'est une ligue où les équipes veulent performer, mais c'est quand même, leur but premier, c'est de développer des joueurs pour avoir une équipe dominante dans la Ligue nationale. Ce qui fait que des fois, les dirigeants en Les haut, rappels. c'est ça, les rappels. Des fois, on peut être dans une position vraiment bonne, à un point ou deux des séries, puis on perd un de nos meilleurs joueurs, ce qui est par exemple, qui est arrivé cette année avec Jake Evans. On Ah, avait carrément. Votre meilleur centre. Non, c'est ça, exact. C'est comme plate, c'est comme frustrant dans un autre sens, mais au bout de la ligne, on est là pour se faire rappeler. Puis Joël, il est là pour développer des joueurs pour qu'une fois qu'ils sont rappelés, qu'ils performent à la hauteur de ce qu'ils peuvent faire. C'est vraiment logique, mais c'est sûr que dans un autre sens, Frustrant. c'est frustrant aussi. C'est une ligue qui est spéciale, c'est drôle un peu de voir comment ça se passe, mais c'est ce qui fait aussi que c'est excitant pour tout le monde, parce que Ah oui. à chaque semaine, tu as un nouveau joueur qui rentre, comme j'ai dit. Des fois, tu as des nouveaux défis parce que, OK, il y a 2, 3 joueurs qui sont rappelés. Tu as une chance de plus sur le powerplay, par exemple. Tu as plus de temps de glace. Fait que Tu ça veux la bouge saisir, beaucoup. ta chance. Ouais, exact. C'est quand même cool aussi de voir ça. Mais non, c'est spécial au début, là, le premier rappel, par exemple, comme que j'ai eu à faire face, par exemple, je pense que dans la chambre, si j'avais annoncé un rappel ou peu importe, ça, c'est spécial parce que si le joueur est content, d'autres sont probablement déçus. C'est spécial comme ambiance des fois, mais les joueurs, ils restent quand même professionnels là-dedans, puis ils essaient quand même de ne pas trop montrer, par exemple, leur déception. Puis des fois, ça leur permet juste de donner une petite poussée de plus en voulant dire, OK, regarde, je me souviens de te rappeler, puis le prochain coup, c'est à mon tour, ou c'est vice-versa. C'est quand même aussi, c'est motivant dans un autre sens. Ah oui, exactement. Puis non, c'est ça. Ça doit pas être évident parce que vous avez perdu beaucoup de morceaux, surtout à date limite des transactions, avec toutes les Ouais, exact. blessures qu'il y avait avec le Canadien. On pense au Jake Evans, Lucas Veidemo, Dale Weiss Ouais, qui sont là avec le Canadien de Montréal. En fait, il y a carrément deux trios qui sont quasiment complets avec le Canadien du Rocket. Fait que, tu sais, c'est deux premiers trios avec vous carrément. Là, donc, c'est de rester tout le temps focus puis de pas
de ne pas se laisser affecter par ça puis de garder le cap aussi. Parce que là, on dit, le Rocket est dans une série de 5 défaites. Ben oui, mais perdu ses 2 premiers trios. Il faut rester quand même conscient de ça. Et sans compter les gardiens de but aussi, parce que la chaise musicale, elle joue souvent entre Lindgren, Primo, Kincaid, McNevin même. Mais ça change tellement souvent. C'est pas évident non plus comme équipe d'avoir toujours quelqu'un de différent en arrière de soi. Là. Donc, l'adaptation, c'est, je pense, le meilleur mot pour la Ligue américaine. Ouais, exact. Puis, en parlant de Caden Primo, justement, quel genre de gardien de but tu penses qu'il va devenir dans la Ligue nationale? Parce qu'il est quand même assez impressionnant à ses débuts professionnels. Vous, à l'interne, comment vous le voyez présentement, Caden? Ouais, il va vraiment être solide, je pense, comme gardien de but. Là, il est tellement jeune, puis il va être aussi calme aussi. Là, je pense que les joueurs, ils comparent beaucoup à, puis les entraîneurs, peu importe, là, ils comparent beaucoup à Carey Price dans son attitude. Il est vraiment relax aussi comme gars. Gros gabarit. C'est un gros gabarit. Puis c'est un gars que, dans la Ligue américaine, avoir une aussi grande responsabilité à un aussi jeune âge, puis de pouvoir avoir des performances comme il y a eu avec nous. Il vole des matchs. C'est ça, exactement. Fait que, je pense que ça augure bien pour la suite. Là. Je pense qu'on ne peut pas non plus extrapoler et penser à trop loin. Là. Je pense que ça va dépendre de sa progression. C'est ça, il est tellement jeune. Ça va dépendre de sa progression, ça va dépendre de comment il progresse, mais pour vrai, en tout cas, je pense qu'il va vraiment être bon. Puis je ne serais pas surpris là, de le voir très bientôt là, avec les grands clubs, d'avoir un rôle important. Ouais, en tout cas, on va voir, là, mais puis c'est vraiment une bonne personne aussi en dehors de la glace. C'est un gars qui est différent sur certains aspects. C'est un gardien de but, en guillemets. Des fois, sont un peu différents. Oui, exact. Mais moi, j'entends super bien avec lui. Peut-être aussi que je suis différent que certains joueurs. Là, fait que ça fait que mais c'est vraiment une bonne personne. C'est un gars qui est sérieux puis qui prend vraiment le hockey à cœur. C'est pas une tête folle. Là. Il va pas sortir d'un bar à tous les soirs. Puis, Non, exactement. Parfait pour Montréal. Ouais, c'est ça, exact. Ça prend les gars de même parce qu'à Montréal, tu peux être tenté, mais en tout cas, c'est vraiment une bonne personne. Puis... Ouais, écoute, on ne rentrera pas trop dans les détails du nightlife de Montréal, là, mais oui, c'est vrai qu'il y en a certains que ça doit plus être dangereux que d'autres, disons. Excuse-moi. Non, c'est clair, c'est clair. Ouais. Écoute, je ne vais pas trop prendre de ton temps. Il me reste juste 2 questions que je voulais aborder. Justement, on a parlé rapidement tantôt de ta relation avec ta copine. Écoute, on ne veut pas savoir des détails croustillants de ta relation, mais il y a des femmes qui écoutent le podcast que ça les intéresse. Puis, en fait, ça fait quoi, 6-7 ans que vous êtes ensemble présentement? Oui, ça fait 6 ans et demi environ. C'est ça, 6 ans et demi. Fait que félicitations, première des choses, parce que à 23 ans de relation de 6 ans, c'est assez rare de nos jours. Et puis, comment que vous avez réussi à garder quand même une belle relation à distance, parce que vous aviez été quand même longtemps distant avec la Ligue junior majeure aussi, du temps que tu étais junior. Ça a dû être difficile aussi l'adaptation là-dessus, puis la conciliation un peu vie amoureuse et joueur de hockey. Quel conseil tu donnerais à un jeune joueur qui nous écoute, qui espère garder sa blonde? Mais en fait, moi, ma relation elle est vraiment facile. Comme une relation qui est vraiment easy-going, dans le sens qu'on est 2 personnes qui ont un peu qui partagent les mêmes intérêts. En fait, quand j'ai connu au secondaire, j'étais encore à Québec, donc on s'est connus ici. On a développé une bonne base, je pourrais dire, ensemble. Puis, je pense que quand on est jeune, souvent, pourquoi souvent les jeunes se séparent? Pourquoi je pense que c'est juste que quand on est adolescent, souvent on change aussi comme personne. Que ce soit physiquement, oui, mais les parcours, c'est comme la personnalité, ces choses-là. Puis c'est moi et Annabelle, on a toujours un peu gardé nos intérêts communs. Donc, on a vraiment vieilli, qu'on a bien veillé ensemble. Puis ça n'a pas été facile au début, dans le sens que, comme tu l'as dit, j'étais à Gatineau au début, on était encore très jeune, donc elle n'avait pas d'auto. Donc, elle montait avec mes parents peut-être une fois par mois ou même une fois par mois et demi. Donc, on se voyait temporairement. Il faut faire confiance. Ouais, exactement. Il faut faire confiance, c'est clair. Puis, je pense que, comme je dis souvent à tout le monde, j'ai quand même beaucoup d'amis aussi qui sont en couple depuis longtemps. Je pense que, surtout au niveau de notre mode de vie en tant qu'hockeyeur, si t'aimes pas vraiment ta blonde, si t'es pas à 100% all-in dans cette relation-là, ben, c'est peut-être mieux de juste être célibataire et de vivre ta vie de joueur de hockey, puis après ça, tu rechercheras la fille ou le chum, peu importe, là, si c'est aussi une fille qui est une athlète, là, peu importe. Mais moi et Annabelle, on a toujours une bonne relation. On s'est toujours amusé là-dedans. Puis là, c'est sûr que comme depuis que je suis rendu pro, c'est plus facile aussi. En fait, depuis même que je suis avec l'Armada, là,
on se voit beaucoup plus, dans le sens qu'elle À était à Québec. distance. Puis la distance aussi, puis c'est présentement, en fait, là, je suis à Québec, donc pendant l'été, on est toujours ensemble, mais elle étudie à l'Université Laval en pharmacie, donc on est encore à distance même pendant l'hiver, en fait, là, mais c'est sûr qu'elle monte beaucoup plus souvent. On se voit beaucoup plus, on passe beaucoup de temps ensemble. Elle fait des stages aussi à Montréal, donc on a quand même beaucoup passé la majorité du temps ensemble. Donc là, on est plus rendu un couple plus normal, là, dans le sens qu'on se voit Ouais. beaucoup plus. Ça. Mais non, c'est comme ma meilleure amie, dans le sens que on fait tout ensemble. C'est une interactive un peu comme moi. Là, on fait du sport à tous les jours, on n'arrête jamais. On partage les mêmes intérêts. Donc, c'est facile de vivre avec elle. Puis, je pense on s'aime beaucoup. Puis, c'est juste le fun d'avoir plein de projets pour la suite là, ensemble. Là. Oui, mais écoute, je vous le souhaite sincèrement. Là, c'est beau à voir, puis c'est inspirant pour tous les jeunes de mon âge, parce que j'ai 27, là, Ouais, mais tu sais, il y en a quand même plusieurs qu'on voit se séparer, surtout dans le confinement. Je sais pas ce que ça a fait au ouais, monde, là, mais c'est effrayant. ouais. Mais Trop de temps à la ouais, maison. ah ouais, carrément, ça l'aide pas, mais en même temps, ça met un peu en évidence aussi les problèmes de Exactement. relation entre chacun. Là. Fait que, en tout cas, c'est ça qui conclut la chronique relation et amoureuse du podcast. Et en fait, non, c'est ça, j'aimerais parler d'une situation aussi. Il reste deux petites choses que je veux parler en finissant avec toi. Tu as eu une tumeur en 2012. Tu as été victime d'une tumeur à la moelle épinière. Je sais que ça n'a complètement pas rapport avec ce qu'on vient de parler, là, mais je vois le temps qui file puis je voulais qu'on en Ouais. parle. C'est ça, tu as été victime d'une tumeur à la moelle épinière à seulement 15 ans. Puis sincèrement, de ce que j'ai cru lire dans une autre entrevue, c'est que tu avais eu peur aussi pour ta carrière de hockeyeur aussi, que tu puisses malheureusement pas rejouer au hockey. Parle-nous un peu de ce qui s'est passé et comment tu as vécu toute cette histoire-là qui t'a rendu plus fort aussi. Ouais, ben en fait, je suis midget 3 première année, en fait, mon année de repêchage dans le junior majeur. Puis environ, peut-être au mois de décembre, dans le coin de Noël, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le dos. Quand même vraiment intense, au point que j'avais la misère à marcher. Je n'étais pas capable de dormir vraiment comme il faut. Donc, ça n'a pas été long que je j'avais passé des tests, j'avais rencontré un médecin et des physios. Puis au début, ils ne savaient pas trop ce que j'avais. Ils pensaient que c'était comme une irritation discale, en fait, comme un genre de hernie discale. Mhm. Mais à un jeune âge, c'est quand même assez rare. Donc, au début, ils sont comme allés vers ça. Puis finalement, après quelques semaines, j'avais encore vraiment beaucoup de douleurs. Ça s'est même empiré aussi. Et des fois que j'appelle mes parents en milieu l'après-midi à l'école, venez me chercher, il faut que je revienne à la maison me coucher parce que me coucher sur le dos, c'est beaucoup moins pire. Puis bref, un moment donné, ma mère elle m'a dit OK, ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on était passé une résonance magnétique. Puis 2 jours après environ, le médecin a appelé pour me dire en fait que j'avais une tumeur là, en arrière de la moelle épinière. Puis en fait, c'était quand même simple dans le sens que la douleur provenait que dans ton dos, tu as un canal où que le liquide céphalorachidien passe. Puis ma tumeur était dans ce canal-là. Puis en fait, là, ça a juste grossi progressivement. Ils ne savent pas depuis combien de temps elle était là, peut-être depuis la naissance ou pas. Ça a juste grossi à un point que la tumeur, la masse, en fait, bloquait le passage. Donc, le liquide, ça Mm. faisait une compression avec les nerfs, ces choses-là. Donc, j'ai eu le verdict, en fait. Puis, je me suis opéré, en fait, par un neurochirurgien, peut-être 2 semaines après, là, le 14 février. Je m'en souviens encore parce que c'est le 14 février, donc c'est la jour à Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est une drôle de date. Mais, ouais, exactement. Donc, je me suis fait opérer à ce moment-là. Puis c'est sûr qu'il y avait quand même des risques, vu que c'était quand même dans une place, au niveau neurologique, là, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à cette place-là. Donc, il y avait des risques de paralysie, c'est beaucoup d'engloutissement possible, ces choses-là. Mais, overall, là, ça s'est quand même vraiment bien passé. Là. Oui, j'ai eu des petites conséquences, des petits engloutissements, et les années qui ont suivi, là, mais c'était vraiment rien de majeur. Puis j'étais en convalescence pendant peut-être 3 ou 4 mois, vraiment, plus à rien faire, vraiment plus en réhabilitation. Et ensuite, j'ai dû faire aussi le traitement de radiothérapie, là, juste pour vraiment peut-être, en fait, juste pour prévenir, là, parce que, en fait, une personne qui a un jeune enfant qui a le cancer, en fait, moi, ça n'a pas vraiment été un cancer parce que la tumeur, finalement, était bénigne, elle n'était pas cancéreuse, mais ils m'ont quand même traité comme un cancer. Puis, souvent, même si la tumeur, par exemple, a été enlevée à 100%, ils veulent quand même pas prendre de chance. Puis des fois, ils font de la radio, ils font de la chimio pour certains trucs, mais c'est sûr qu'une personne de 80 ans, par exemple, qui reste, je sais pas, 20 ans ou 30 ans à vivre, ou peu importe, mais Hmm. c'est moins stressant, tandis une jeune fille ou un jeune homme qui a 20 ans ou qui a 15 ans, mais il reste encore beaucoup d'années à vivre. Là, fait
des fois, c'est mieux juste de Ça fait peur. prévenir. Ça fait peur aussi. Fait que j'ai fait ces traitements-là. Puis après ça, en fait, on t'est rendu à l'été. Donc, je me suis rentraîné, puis la vie a continué là, comme elle était avant. Mais c'est clair que ça a été quand même une grosse embûche, là, comme on pourrait dire. Là. C'est sûr que à ce moment-là, quand j'ai su que j'avais ça, mon but, c'était juste de guérir, puis de revenir à 100%, puis de pouvoir continuer à jouer au hockey. Mais ça éclaire beaucoup de choses dans ta tête, là, dans le sens que ça met les choses en perspective beaucoup. Surtout quand tu es jeune, là, tu penses que la vie, c'est facile, puis tu as tout. Moi, j'étais chanceux d'avoir des parents qui sont incroyables, là, qui m'ont toujours vraiment élevé de la bonne façon, que ma mère m'a toujours, je soupais le soir, puis j'avais pas de problème, elle faisait mon petit souper, ces choses-là. Puis, comme là, des fois, ça permet comme de réaliser que la vie, des fois, ça peut comme changer vraiment rapidement. Puis, à chaque jour maintenant, des fois, je l'oublie, mais des fois, je suis plus reconnaissant envers la vie, puis de pouvoir être en santé. Puis, c'est encore plus en ce moment avec ce qu'on vit. Je pense que ça va Mhm. permettre aux gens de plus apprécier le moment présent, puis de ne pas toujours vouloir être en autre place. Ou, des fois, c'est juste ça. Ça va mettre les choses en perspective pour beaucoup de monde. Puis, ça va peut-être aussi aider certaines personnes. Fait que, si on remet les choses en contexte avec la pandémie, oui, c'est une chose qui est extrêmement, c'est plate, c'est désastreux, mais si on met les choses en perspective, puis si on retourne ça un peu positivement, mais ça va sûrement permettre aux gens, à certaines personnes, de mieux vivre pour la suite, là, de s'autosuffire plus, de mieux voir la vie, puis d'être heureux avec des petites choses au lieu de toujours vouloir viser gros, puis d'avoir d'avoir du matériel, puis ces trucs-là. Là. Fait que Moins de surconsommation aussi. ouais, exactement. Ça va peut-être faire du bien aussi, mais non, c'est ça. Fait que ça a été une grosse épreuve, mais j'en sors avec beaucoup de positifs. Puis je pense que c'est dans ces moments-là que tu réalises que des fois, c'est juste profiter de la vie, ça fait du bien. Là. Exactement. Ben, écoute, c'est super inspirant ton message. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont s'en inspirer, qui vont peut-être réfléchir là-dessus ce soir, puis avoir une meilleure, je peux dire, réflexion et appréciation de la vie, parce que c'est pas évident non plus ce que tu as traversé, mais j'ai une pensée aussi pour Olivier Crête-Brésil, qui est Ouais, le frère d'Antoine Crête-Brésil, là, qui était ton ancien coéquipier avec ouais, l'Armada aussi, qu'on a appris malheureusement cette semaine, qui souffre d'un cancer du lymphome, je ouais, crois. Et ouais, puis, exact. c'est pas quelque chose, c'est pas une nouvelle qu'on souhaite à personne, mais surtout pour un jeune, qui est sportif comme ça, qui a toute la vie devant lui. Puis je pense qu'Olivier a fait preuve de courage aussi en poursuivant sa saison durant Ouais, toute l'année là, avec le Phoenix. Donc, on lui souhaite un prompt rétablissement puis la meilleure des chances pour la suite. Et puis, merci de ton témoignage aussi. C'était pas ouais. une chose évidente non plus. Là. Oui, donc on va finir sur une bonne note et non sur une note triste parce que c'est un peu down. Là, mais écoute, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en fait pour l'avenir, pour les 2, 3 prochaines saisons? On va garder ça pas trop loin, là, que ce soit avec le Rocket, vie personnelle ou que ce soit au niveau études. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Alexandre Alain? Je te dirais que je suis un gars qui vit quand même ce moment présent, dans le sens que j'essaie juste de, essentiellement, là, je focus sur mon été en tant que tel. J'essaie d'avoir la santé, bien sûr, là, mais juste vivre des belles choses, des belles aventures. C'est sûr que là, avec le confinement, ça va être plus compliqué. Là. Moi, Canadelle, on voyage quand même beaucoup. En fait, quand on peut, là, pendant l'été, là, ça va être plus compliqué. Là. Fait que, on va essayer d'explorer le Québec le mieux qu'on peut, là, mais La Gaspésie. ouais, la Gaspésie, mais tout le monde va dans la Gaspésie, fait que ça ne marchera plus, à un moment donné, il n'y aura plus de place. Non, il n'y a pas grand Mais place non plus ouais, là-bas, c'est mais ça. ils On sont dirait bien qu'à sympathiques. à chaque fois qu'on demande à du monde, des amis, OK, tout le monde va en Gaspésie, mais je sais, en tout cas, ça va être rendu le nouveau Montréal, là, mais Ouais, j'ai peur un euh, peu là-dessus, pauvres eux autres. ouais, exact. Fait que non, sinon, tu sais, à l'école, je vais continuer mes études par rapport au hockey aussi, tu sais, je vais essayer de progresser aussi au niveau de ma carrière. Donc, on va essayer d'y aller jour le jour. C'est cliché, là, mais tu sais, j'essaie de me réveiller le matin puis faire mes trucs. Puis on va y aller comme ça. Là. Ben écoute, on te le souhaite, sincèrement, c'est des projets très Merci. réalisables, au moins d'avoir des belles vacances cet été, Ouais, exact.
pas, découvre le Québec autrement. Ouais, Sincèrement, c'est je ça. suis les origines gaspésiennes, puis c'est sûr, je vais te souhaiter de le découvrir si tu n'y as jamais été. Puis c'est à tout le monde aussi qui nous écoute, essaye d'y aller disperser un peu, là, pas tout en même Ouais, temps. c'est ça, exactement. Mais Pas ça c'est dans vrai. vacances de construction. Ouais, c'est un beau coin, puis tu sais, il y a beaucoup de choses à découvrir. Donc, oui, c'est ça, c'est pas mal ça qui faisait le tour de toutes les questions que j'avais à te poser au niveau de ton parcours. Puis, je veux prendre le temps de te remercier sincèrement pour tes années avec l'Armada. Tu as été quelqu'un de très, je peux dire, patient et surtout généreux avec les partisans. Toujours poli aussi avec n'importe qui, dont moi. Fait que j'ai jamais eu de problème non plus là-dessus. Fait que, sincèrement, merci énormément pour ton temps, tes années juniors. Et on te souhaite la meilleure des chances et de l'avenir que ce soit très positif de ton côté avec le Rocket et dans le Canadien de Montréal, espérons-le. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Puis, avais-tu quelque chose en terminant à souhaiter à tous les partisans de l'Armada qui nous écoutent ou un petit message que tu veux leur lancer parce qu'il y a certains qui l'ont fait. Là, je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire là-dessus. Ouais, mais en fait, c'est juste continuer à nous encourager. T'sais, même moi, des fois, j'ai reçu des messages des partisans de l'Armada qui continuent à me suivre avec le Rocket. Là, c'est vraiment cool là, de pouvoir recevoir leurs messages. Puis juste, en ce moment, juste rester positif aussi, là, malgré tout ce qui se passe. Le hockey va recommencer dans pas long. Donc, puis j'espère vous revoir aussi là, à certains moments, que ce soit à Rocket ou si je viens voir l'Armada là, ou dans la rue, peu importe. Là, je vais toujours être super content là, de vous revoir et de vous rejaser ça un petit peu. Là. Ben oui, un capitaine reste un capitaine tout le temps. Puis, Exactement. comme Alex nous disait aussi dans l'autre podcast, même si vous arrivez avec des pancartes, go Alex dans les estrades, puis il vous regarde pas, il vous envoie pas un salut, il les voit quand même. Donc, Ouais, ça ouais, fait chaud au exactement. cœur. Exactement. Fait que, merci énormément, Alexandre, d'avoir été avec nous pour le podcast, ce 12e épisode du Made in Québec podcast. Et puis, on se retrouve dans l'épisode numéro 13 avec un invité surprise que je vous dévoilerai dans les prochains jours. Alors, merci à tous d'avoir été présents et je vous souhaite un bon week-end. Puis, profitez-en pour sortir dehors et faire un peu de sport, ça va faire du bien. On a le droit, là, le tennis, le golf, allez-y. Donc, merci beaucoup tout le monde. Puis, merci Alex encore d'avoir été avec nous.